Chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir Mou Belmoud, professeur d'économie à l'Université de Paris 9 Dauphine. Mou Belmoud est le fondateur, directeur du groupement de recherche CNRS international sur le développement régional des économies euro-méditerranéennes. Il est également conseiller scientifique au Commissariat général de plan sur les questions liées à l'innovation et la politique industrielle et a récemment produit une étude pour la DG6 et la DATAR sur la relocalisation des activités industrielles en France et la vulnérabilité des territoires. Mou Belmoud est un spécialiste de la mondialisation et l'intégration euroméditerranéenne et va nous présenter aujourd'hui une analyse sur le thème de l'intégration régionale et globale dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Le papier est disponible et sera mis déjà, si ce n'est pas déjà fait, sur le site du colloque, donc vous pourrez avoir accès à cet exposé. Voilà, donc je laisse la place à Mou en le remerciant de sa présence. Bien, merci beaucoup. Merci Michel, donc merci aux organisateurs de m'avoir invité à ce congrès. J'ai plusieurs excuses à vous faire. La première, c'est que comme vous le voyez, le papier que j'ai présenté, enfin qui sert de base en fait à cette conférence est en anglais, et donc mes slides sont en anglais. Pour un congrès des économistes de langue française, ça fait un peu... bon, là, rien inutile de vous en parler davantage, mais comme je vais quand même parler en français, pas en arabe ni en anglais, donc ça peut rattraper, j'espère. Et puis de toute façon, c'est pas très important, c'est juste des éléments à suivre. Alors, comme l'a dit Michel, je travaille, je fais de l'économie internationale et je suis obsédé par les liens entre la mondialisation et plutôt les problèmes locaux, régionaux, parce qu'en fait, les effets de la mondialisation ne sont sûrement pas des effets visibles au niveau macroéconomique, mais ont des impacts locaux qui ne sont pas compensés. Et c'est ce qui vraiment me passionne en ce moment. Et en particulier, s'agissant des économies des territoires français ou européens. Mais je ne vais pas du tout vous parler de ça, je vais vous parler des pays de la région MENA, Middle East and North African Country. Alors, j'ai le plaisir d'avoir découvert qu'on a une plage de 2 heures, donc ça va être extraordinaire. Il n'y a qu'un congrès organisé par Fidel Castro en 2006 où j'avais été invité, où j'avais eu autant de temps. Enfin, lui, d'ailleurs, a pris autant de temps, donc je suis vraiment très content d'être ici. Et donc je vais occuper la plupart du temps qu'on m'a affecté, je crois que c'est 1 heure, et je vais effectivement l'utiliser. Bon, donc prenez de l'eau et prenez de quoi vous nourrir si jamais vous avez faim. Il y a du rosé qui est là-bas, là. On n'a pas dit d'où il venait, mais très bien. Bon, alors cette mise en perspective des pays de la région MENA face aux problèmes d'intégration régionale et d'intégration dans la mondialisation ne peut pas faire le détour, ne peut pas faire l'économie, pardon, de la mise en perspective des dynamiques internes à ces économies. Donc, je vais vous parler effectivement de cette région. Alors, j'ai 2 papiers, celui que j'ai fait avec Ishaq Diwan, qui est là, que vous allez avoir sur le site, que j'ai envoyé aux organisateurs. Il y a un autre papier qui est un papier que j'ai fait dans le cadre d'un petit groupe qu'on appelle le groupe de Marseille, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, qui regroupe sous l'égide du CMI, de la Banque mondiale, des économistes et différents endroits, et un papier sur la coproduction en Méditerranée, euro-méditerranéenne, et les problèmes de chaîne de valeur, de partage des chaînes de valeur mondiales. Et puis un autre papier qui est plus
plus économie politique des soulèvements dans les pays arabes, c'est en fait dont je vais aussi me servir pour cette conférence. Alors évidemment, tout ça est absolument discutable et chacun sur ces pays va avoir sa position. Donc moi je vais vous donner un petit peu les éléments d'analyse de l'économie politique de cette région et je vais vous dire en quoi il me semble qu'il y a une imbrication extrêmement forte entre les dynamiques locales, disons endogènes, intérieures à ces économies, et le type d'insertion internationale. Et que, y compris dans la problématique des soulèvements actuels, cette interaction est présente. Alors, sur les petites introductions, sur les 50 dernières années, on peut observer que les pays de la région ont été finalement intégrés à la mondialisation ou à l'espace régional, les deux étant liés, de deux manières, par deux canaux principaux, les migrations internationales, les migrations régionales et le pétrole et les hydrocarbures. Et en fait, rétrospectivement, quand on fait un bilan de ces deux canaux d'intégration, on voit que les migrations internationales ont joué vraiment un rôle pour redistribuer les revenus pétroliers, des hydrocarbures, en particulier dans le cas des pays du Mashraq, c'est-à-dire de l'Est de la Méditerranée. Et cette redistribution se faisait partiellement, bien entendu, à travers les flux d'émigration et les stocks d'émigration qui partaient des pays du Mashrek, de l'Égypte, des autres pays, vers les pays du Golfe, et en échange, des transferts massifs, c'est pas des petites sommes en pourcentage du PIB, de transferts des migrants jouaient un rôle relatif de redistribution. Dans le cas des pays du Maghreb, de l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, on avait plutôt ce rapport, aussi par les migrations internationales, l'intégration est beaucoup plus forte que par le commerce, comme vous allez le voir tout à l'heure, vis-à-vis de l'Union européenne, de l'Europe, de la France, bien entendu, à travers aussi un rôle à peu près similaire qu'ont joué les migrations. Durant la période de ces 50 dernières années, les pays de la région MENA, alors je vais revenir sur la dénomination dans un instant, ont essayé de s'intégrer au système global, mondial et régional, dans le commerce et les services, et le résultat est assez dramatique, c'est-à-dire avec des résultats extrêmement limités, mais ça, chacun d'entre vous le sait. La faiblesse des résultats témoigne d'un certain nombre de facteurs, de problèmes qui sont à la fois, qui relèvent de l'ordre interne et de l'ordre externe. Les exportations n'ont pas beaucoup bougé, n'ont pas été non plus source de croissance, à part les hydrocarbures qu'on met de côté pour l'instant, et les conditions finalement locales comme dans les conditions globales sont considérées comme les coupables de cette situation, avec, selon les analyses, un balancement différent entre les conditions locales, internes, et les conditions mondiales ou régionales. Alors, les conditions locales, évidemment, ont joué un superbe rôle dans le frein à l'industrialisation. Et là, je vais y revenir parce que c'est un facteur clé. On a une littérature qui s'est développée en économie politique, développée par des gens comme Stefan Hertog à la London School of Economics ou Jim Robinson ou d'autres, sur la question des liens qu'entretiennent les entreprises et l'État et la question du chronisme, de cet aspect de connexion entre les entreprises au clientélisme politique, des nomenclaturas au pouvoir ou des technocraties au pouvoir, ont joué un rôle dans le frein du développement industriel, bien entendu, et on y reviendra. Donc il y aurait un régime, en quelque sorte, interne à ces économies, qui serait source de ces problèmes. Alors moi, je vais, le long de cet exposé, exploiter deux hypothèses. La première, c'est qu'il existe une relation entre ces conditions locales et un régime international d'intégration. Bon, je vais revenir dans un instant. Et donc, les conditions globales sont un élément d'explication du verrouillage et du frein au développement industriel de ces économies. Et on va voir pour quelles raisons. Et la deuxième hypothèse, c'est qu'au fond, il existerait en quelque sorte, aujourd'hui même, un décalage énorme entre les changements qui ont
qui ont pris cours dans les pays du sud de la Méditerranée, à partir de la Tunisie, l'Égypte, sous des formes pratiquement différentes, bien entendu, et les régimes internationaux d'insertion. En d'autres termes, si je reprends la manière dont l'Union européenne continue à gérer les relations avec les pays de la région, on est dans un retard, disons, par rapport à la manière dont se mettent en œuvre ces changements. Et c'est ça que je voudrais essayer de aussi dénouer ici. Alors, il y a toujours eu un rêve immense d'intégration régionale dans la région. Alors, vous avez, par exemple, au XIXe siècle, Mohamed Ali, la grande dynastie en Égypte, au XIXe siècle, dans ce grand push industriel qui a tenté de mettre en place aussi un processus d'intégration régionale pour renforcer la croissance et l'industrialisation. Vous avez eu la même tentative qui a un peu avorté avec les tanzimat, les réformes de l'Empire ottoman également. Et au fond, on a eu quelques progrès qui ont ensuite donné lieu à des reculs sur lesquels les historiens et les géographes ont beaucoup plus à dire que je n'ai à le dire. Simplement, la constitution d'un marché régional méditerranéen, qui irait du sud de l'Europe jusqu'aux pays du Golfe, par exemple, évidemment, quelque chose qui est présent depuis toujours, d'une certaine manière. On voit bien, historiquement, comment Fernand Braudel, en invoquant cette histoire de Mare Nostra, essaye de mettre en relation l'insertion régionale et le développement de la région. C'est la constitution d'un large marché régional, c'est au sud de la Méditerranée, est quelque chose d'absolument parcellaire. Vous allez le voir, complètement, disons, embryonnaire, je voulais dire. Simplement, il risque d'y avoir un développement, et ce développement régional pourrait se faire autour des pays du Golfe, qui sont, qu'on le veuille ou non, quel que soit le regard qu'on porte sur la nature de ces régimes, les pays qui progressent le plus en matière de diversification économique et de développement industriel hors pétrole. Et donc, il y a une possibilité que cette région se structure autour de la région des pays du Golfe, et ceci, évidemment, peut poser un certain nombre de problèmes liés au fait que ça peut rentrer en contradiction avec justement les changements politiques et les transitions démocratiques qui sont en cours. Mais en tout cas, c'est vraiment un élément qu'il faut prendre en considération. J'aurai, à la fin de mon exposé, une autre perspective à vous proposer, qui serait plutôt une organisation autour de la Turquie, mais j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Alors, l'initiative euro-méditerranéenne, ça a été quelque chose qui a été extrêmement nourri par les débats, par les volontés, etc. Mais quand on regarde les résultats, on a affaire à des résultats extrêmement asymétriques, défavorables aux pays de la région, du sud de la Méditerranée, défavorables objectivement, avec toutes les mesures, je vais vous en parler également, et défavorables à tel point que même ce que l'on attendait de cette intégration régionale, des apports de capitaux, d'investissements directs étrangers, qui auraient des effets sur la croissance, sont restés extrêmement marginaux. Donc, dans ce papier que j'ai coécrit avec Ishaq Diwan, on essaye de regarder justement comment l'engagement externe de ces économies dans la mondialisation peut répondre à cette histoire absolument fantastiquement spécifique à la région, qui est le sous-emploi des jeunes, la faible participation de la force de travail des jeunes au marché du travail, et des femmes en particulier. Et donc ça, c'est un élément central qui va être le cœur des structurations à venir. Et quel type de stratégie pour la région afin de revoir son insertion internationale, les accords régionaux avec l'Union européenne, l'intégration sud-sud, de façon à tirer un meilleur parti de la mondialisation et de l'intégration régionale en vue de créer des emplois et d'avoir une croissance moins disons, inégalitaire. Le mot à la mode, c'est d'avoir une croissance inclusive. Utilisons-le si ça peut avoir des effets mobilisateurs. Alors, en même temps, j'essaierai de montrer que ceci ne peut se passer d'une politique industrielle. Une vraie politique industrielle qui marierait à la fois des stratégies d'insertion dans un certain nombre de secteurs,
dans les services, et en même temps une stratégie en direction de la diaspora, c'est-à-dire l'émigration, qui constitue là aussi un aspect très spécifique à la région. Alors donc, pour vous donner les lignes de mon exposé, la première chose, ça va être de revenir sur ces conditions locales, intérieures, internes, tout ce qu'on voudra. Deuxièmement, je voudrais bien essayer de regarder un peu comment s'insèrent les économies dans la mondialisation et dans la régionalisation à travers l'émigration, le commerce international de biens et de services, mais aussi les investissements directs étrangers. Et dans le papier, on va un peu plus loin parce qu'on regarde tous les apports de capitaux. Et ensuite, j'essaierai de finir par quelques disons, réflexions sur l'avenir, considérant comme irréversible, quelles que soient les formes que ça va prendre, le changement qui s'est manifesté dans la région, en particulier à partir de la Tunisie, indépendamment des violences, des défis auxquels la région aura à faire face. Avec d'autres, je considère que le processus de révolutionnaire, de changement en cours est quelque chose qui va prendre du temps, bien entendu, mais qui sera largement irréversible. Et donc, quel type d'intégration régionale, quel type d'insertion internationale en fonction de cela? Alors, pour caractériser un régime, c'est très compliqué. Vous voyez, je vous parle de Middle East and North African countries. Si je parle à des géographes, peut-être que pour des géographes, c'est un non-sens complet de parler de pays de l'Est de la Méditerranée et d'Afrique du Nord dans un même groupe. Et ils auraient raison. Les histoires sont différentes, etc. Ça, je suis absolument convaincu de tout ça. Néanmoins, je vais quand même essayer de styliser la région, de lui donner un sens, qui soit un sens pour analyser les facteurs communs qui ont conduit ces économies à peu près au même tard, d'une certaine manière, et au même type de soulèvement, même si ça prend encore une fois des formes différentes. Alors il y a plusieurs. Quand vous regardez la région, elle représente que 4% de l'économie mondiale, contre déjà 3% en 1990. Donc de 1990 aujourd'hui, on a un point de plus, pas plus. Et en plus, j'intègre les hydrocarbures, le pétrole, etc. là-dedans. Donc c'est pas une région qui compte énormément, alors que sa population compte, bien entendu. Et quand on regarde la part dans le commerce mondial, c'est 5% en 2010. Et 80%, c'est des hydrocarbures, 80% de ces 5%. Donc on est quand même assez intéressé de savoir ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça. Alors, il y a plusieurs façons de caractériser la région. Il y a ce que j'appelle des typologies fonctionnalistes et des typologies qui sont essentialistes. Alors, comme vous le savez, il y a toujours une tentative de certains à être extrêmement différentialistes, en disant chaque cas est particulier, vous ne pouvez pas mélanger, de mettre dans le même sac tout le monde, vous avez des modes de croissance différents, des histoires différentes, etc. Donc il y a une tendance, en particulier dans certaines sciences sociales, à vouloir arrêter au structuralisme l'analyse et à tenter de ne pas précisément être dans, non pas la généralisation, mais dans la comparaison. Et puis il y a une autre façon de voir les choses aussi, qui est un écueil, tout autant, qui était un écueil assimilationniste. On mettrait toute la région ensemble et on dirait, voilà, la région se conduit comme ça, elle se conduit comme ci, elle se conduit, etc. Et les deux écueils me semblent dramatiques par rapport à l'objet dont on discute. Or, je considère que, si vous voulez, les typologies répondent à des questions. Et donc il y a une question qui peut être répondue à travers, par exemple, la typologie que proposent Rauch et Kostichak dans son article qui s'appelle « Les trois mondes arabes » en 2009 dans le Journal of Economic Perspective, où il propose de distinguer entre les pays arabes méditerranéens, dans lesquels ils mettent la Syrie, l'Égypte, le Liban, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie, les pays arabes subsahariens, d'Afrique subsaharienne, Comores, Djibouti, Mauritanie, Somalie, etc., et les pays à ressources d'hydrocarbures, donc qui seraient l'Algérie, le Bahreïn, l'Irak, le Koweït et la Libye, l'Oman, etc.
C'est une typologie qui peut être intéressante pour caractériser des pays en fonction de leur type de caractéristiques économiques. Mais elle est assez limitée pour répondre à une question qui est pourquoi ces économies ont bougé dans la même période, en dépit de leurs différences. La deuxième typologie qu'on peut avoir, qui peut être utile pour autre chose, en particulier pour caractériser les flux d'échange et les investissements directs, c'est celle que propose Mustapha Nabli et d'autres, qui est de regarder les caractéristiques des économies en fonction d'un certain nombre de caractéristiques clés, c'est-à-dire en regardant le type d'abondance en population, en main-d'œuvre, et l'abondance en ressources, et de croiser les deux dimensions. Abondance en ressources, abondance, richesse en travail. Et donc, on aurait à ce moment-là les pays qui sont des pays labor abundant, c'est-à-dire qui auraient beaucoup de travail et qui seraient en même temps riches en ressources. On aurait l'Algérie, l'Iran, la République islamique d'Iran, l'Irak, etc. On aurait le Soudan, la Syrie, le Yémen, etc. On a ensuite les pays qui seraient abondants en travail, mais riches, pauvres en ressources naturelles. Et donc on aurait à ce moment-là l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, qui sont des pays qui, effectivement, n'ont pas les mêmes réserves de change, les mêmes modalités d'achat de la paix sociale, etc., et qui seraient caractérisés par le fait, par contre, d'avoir de la main-d'œuvre. Voilà. Mais d'être pauvres en ressources. Et puis on aurait un troisième groupe qui serait des pays qui seraient riches à la fois riches en ressources, mais qui n'auraient pas beaucoup de travail et de population. C'est exactement la caractérisation des pays du Golfe. Bon, cette typologie ne nous donne rien sur la nature de ces économies. Elle nous permet simplement de regarder, s'agissant, c'est ce que je vais utiliser pour les investissements directs et pour les flux d'échange, parce que ça permet de savoir bien quelles sont les relations qui se nouent entre des pays qui ont des structures différentes. Avoir des typologies qui permettent, il y en a d'autres, hein, je pense que les géographes ou les historiens doivent avoir les leurs également, ou peuvent ne pas du tout en avoir en disant non, chaque pays et chaque nation a sa spécificité. En tant qu'économiste, on a besoin de mesurer, de voir ce qui se passe, et donc on a besoin d'avoir des éléments de caractérisation. Alors, ces typologies fonctionnalistes dont je viens de parler répondent à des questions extrêmement précises et ne sont valables que pour répondre à des questions précises. Et une autre façon de caractériser les pays, c'est de regarder la nature des États. Et là, on a la problématique que proposent Bebalvi et Luciani, qui est la question de l'État rentier. Bon, c'est assez commun, c'est assez connu. Et vous allez voir que c'est assez intéressant parce que ça transcende la typologie précédente. C'est-à-dire qu'au fond, qu'on soit un pays à ressources naturelles d'hydrocarbures ou pas, on peut être caractérisé comme un État rentier. Et ça, c'est tout à fait intéressant, parce que là, du coup, on regarde les facteurs du développement et la question des rythmes du développement. C'est pas la même caractérisation que la caractérisation fonctionnaliste. C'est ce que j'appelle l'approche un peu essentialiste, évidemment, qui aussi doit garder ses limites. Et pour Bebalvi et Luciani, il faut que la situation rentière soit dominante pour qu'il y ait un État rentier. Il faut que la rente soit externe, alors que ce soit du tourisme ou des transferts de fonds des migrants, même si les transferts de fonds des migrants, moi qui travaille sur l'immigration, ne sont pas des revenus rentiers, car ils proviennent du revenu du travail, mais leur impact peut être un impact rentier. Et le fait que, troisième condition, que les richesses créées soient peu partagées et soient exclusivement, disons, accaparées par des groupes, et ceci constitue exactement ce que l'on peut observer dans la région. Alors, cette caractérisation concerne pas seulement les pays à revenus pétroliers, mais tous les pays, même ceux qui n'ont pas de secteur rentier, de secteur de ressources naturelles. On a des analyses qu'on trouve chez Kruger, par exemple, qui sont à peu près qui vont dans le même genre. Et puis on a une dernière littérature, qui est la littérature des variétés de capitalisme, qu'on doit à Stefan Hartog en particulier, et qui essaie de caractériser, une fois qu'on a défini ces pays de cette manière-là, les formes variées que prennent ces économies. Voilà. Alors,
il y a une dernière théorie qui va un peu plus loin que cela, et j'aime beaucoup ce livre de Peter Evans qui s'appelle Embedded Autonomy States and Industrial Transformation, et qui est une véritable contribution à la compréhension de la nature de l'État dans la croissance et le développement, en particulier dans les pays d'Asie, mais pas seulement, en Corée du Sud. Et il définit ce qu'est un État développementaliste. Et en fait, quand on regarde comment l'Asie a connu ses succès, et qu'on compare les pays arabes en général, les pays de la région, on voit que la distinction entre les pays de la région, c'est que, à l'intérieur des pays de la région, c'est que les formes qu'ont pris les technocraties au pouvoir ne sont pas les mêmes. Alors ici, les technocraties sont sélectionnées sur la base de la compétence, quel que soit l'ancrage démocratique, c'est pas de ça qu'ils choisissent, c'est la sociologie des élites qui est en cause, et c'est des technocraties plutôt de méritocratie, c'est ce qui s'est passé en Corée, en Asie, etc. Tandis que dans les pays arabes, on aurait plutôt des technocraties ou des bureaucraties qui seraient connectées au pouvoir politique et qui n'auraient pas d'éléments d'accumulation des richesses, d'investissement, etc., mais plutôt de redistribution de la rente. Alors, quand on regarde les pays arabes, on voit bien que l'accumulation de la richesse n'a pas eu lieu, en effet, et c'est ça qui, probablement, donne les résultats faibles qu'on observe sur le plan de la croissance économique. Alors, si on regarde pourquoi ces révolutions sont arrivées en même temps, on a un paradoxe qui est pourquoi ces révolutions sont arrivées au moment où les pays ont progressé, et c'est vrai qu'ils ont progressé, à la fois en termes de transition démographique, en termes de... Si vous regardez les indicateurs du PNUD, vous avez une amélioration remarquable. Les réformes avaient un peu progressé partout. Les pays avaient considérablement amélioré leur potentiel de politique économique, par exemple, face à la crise. C'est les pays qui ont le mieux résisté à la crise des subprimes, parce qu'effectivement, ils étaient moins intégrés financièrement, mais aussi parce qu'ils ont mené des politiques qui étaient des politiques contracycliques, ils ont appris. Et c'est à ce moment-là que les pays ont évidemment commencé, en 2010, à se soulever, enfin les populations ont commencé à se soulever. Ça n'est pas un hasard. C'est quelque chose qui est assez connu. Quand on relit Tocqueville, on voit que, effectivement, c'est précisément les révolutions prennent le cours au moment des progrès, des réformes, du fait de ce que Tocqueville appelle l'impatience des élites, qui ne trouvent plus leur place dans le pacte social qui est en cours. Alors, s'agissant des pays de la région, non seulement ces mouvements, ces changements ne sont pas une surprise, mais pour comprendre pourquoi ces changements et ces soulèvements ont eu lieu dans une même période, il faut regarder les aspects communs. C'est là où j'arrive à l'approche un peu essentialiste, ce que j'appelle les fléaux communs. Et au fond, l'erreur serait de considérer qu'on aurait un printemps arabe ou un hiver arabe. En réalité, le mouvement est enclenché et la forme qu'il va prendre va être extrêmement compliquée, mais c'est certainement pas un duplicata de la Révolution française qu'on a souvent en tête. Et les institutions qui vont naître, je ne dis pas ça pour rien, c'est parce que précisément dans la perspective de reconstruction régionale, il y a cette question de savoir quel type d'insertion internationale va naître des nouvelles institutions qui vont se mettre en place. Alors évidemment, on ne va pas prendre le cas de la Syrie qui est en train de plonger complètement, on ne va pas prendre non plus le cas et même si, dans le cas de Tunisien, qui a le mieux réussi à construire un compromis autour d'une nouvelle constitution, les choses ne sont pas complètement acquises. On a en ce moment un couvre-feu et un état d'urgence qui est dû à des situations de violence qui se propagent dans la région, dont on parlera aussi tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est absolument irréversible. Et les formes institutionnelles qui vont naître, un peu à la tunisienne, quand vous avez dans cette constitution le triptyque liberté de conscience, respect des religions et égalité homme-femme, vous avez la constitution d'un noyau institutionnel inédit qui ne ressemble pas à ce qu'on a pu voir dans précisément les ferments de la Révolution française, mais pourtant ça pourrait avoir la même forme. Alors, les 6 points communs qui sont caractéristiques des pays de la région et qui expliquent pourquoi ces pays peuvent être placés dans la même catégorie,
après avoir pris toutes ces précautions analytiques sur les typologies, sur la manière de les caractériser, je m'autorise de les considérer comme un groupe, car ces symptômes que vous avez en face de vous sont des symptômes communs et mesurables à tous les pays de la région. Alors que ce soit le fait que les économies soient extrêmement polarisées sur peu de secteurs, 3 secteurs maximum, que ce soit le secteur rentier ou pas, le secteur des hydrocarbures ou pas, il y a très peu de diversification économique. Les taux d'emploi sont les plus faibles du monde, comme vous le voyez ici. C'est les taux de participation les plus faibles du monde, on est à peu près à 40%. Le taux de participation, le taux de chômage des jeunes est le plus élevé du monde, comme vous le voyez ici. Ça, c'est l'Afrique du Nord, ça, c'est le Machalak, et là, on a le reste des économies. Et on a le plus faible, comme vous pouvez le voir aussi, taux de participation des femmes. Donc on est à peu près à, vous voyez bien, à revenu par tête constant égal, ici, le taux de participation des pays de la région est beaucoup plus faible que d'autres pays. Okay. Donc il y a une spécificité dans cette façon de croître, parce que les taux de croissance étaient forts, 8% en Libye, 5-6% un peu partout, mais n'impliquaient extrêmement peu de personnes, de gens dans la croissance économique. Alors, vous avez comme troisième fléau, qui est absolument commun à tous les pays de la région, un taux d'éducation qui est très élevé. C'est une réponse à l'indépendance. Partout, on a créé des diplômés tous azimuts, mais avec une crise du système d'éducation qui est extrêmement forte et un chômage des jeunes diplômés particulièrement élevé, le plus élevé aussi, comme vous pouvez le voir ici. La proportion de graduates university, de diplômés au chômage est beaucoup plus élevée dans la région que dans les autres pays. Et les quatrièmes corollaires de ce symptôme, c'est le fort taux d'expatriation. Vous savez que pour caractériser l'émigration, il faut aussi recourir à des indicateurs que vous savez très bien. On regarde le taux d'expatriation qui mesure l'ensemble des migrants à l'étranger sur la population du pays de départ, et on la décompose par niveau de qualification. Ce taux est décomposé par niveau de qualification, et on mesure ainsi le brain drain, par exemple, et on voit que le taux d'expatriation des qualifiés est anormalement élevé dans la région. Anormalement élevé eu égard aux pays similaires en termes de revenus par tête. Si je prends l'Inde ou la Chine, on a des taux d'expatriation de qualifiés de 5-6%, ce qui peut avoir des effets positifs, dont je n'ai pas le temps de parler maintenant, mais je reparlerai éventuellement, sur les économies d'origine, paradoxalement. Mais quand on est, comme dans les pays de la région, à des taux d'expatriation de qualifiés de 15%, au minimum, sans parler de ceux qu'on ne prend pas en considération, eh bien, on est là dans un phénomène qui est lié au fait que les élites sont de deux ordres dans ces économies. Vous avez des élites extrêmement faibles numériquement qui sont connectées au marché du travail et qui ont les postes en particulier en termes de rente sur le marché du travail. Et puis vous avez ce que j'appelle les élites de masse à la dérive, dont la seule issue est soit le déclassement interne dans des emplois peu qualifiés, soit l'expatriation forcée, d'où ce taux d'expatriation anormalement élevé. Vous avez des niveaux de vie qui ont augmenté, mais qui sont accompagnés d'inégalités croissantes. Vous me direz que ça n'est pas l'apanage de la région, au moins. Et puis vous avez des institutions qui sont bloquées et qui même attestent d'un développement du secteur informel au lieu de son recul. Une informalisation croissante de ces sociétés. Là aussi, il y a des mesures assez précises de tout cela. Paradoxalement, la part de l'agriculture demeure extrêmement élevée. On voit que, par exemple, la population rurale représente encore plus de 30%, en Algérie, en Égypte, au Maroc, en Tunisie. Les emplois, c'est 20%, 29%, mais la contribution au PIB est beaucoup plus faible. Et on voit surtout que c'est les petits producteurs agricoles qui sont les plus nombreux. En pourcentage du nombre total de fermes, on a les petits producteurs se représentent plus de 50% un peu partout, voire 98% en Égypte, alors qu'ils ont une surface cultivée extrêmement faible. Alors, vous avez également, comme dernier point de caractérisation,
de l'emploi, vous voyez que je fais ce détour par les conditions internes pour que la question de la connexion internationale soit documentée pour savoir quelle est la part relative que l'on doit à une mauvaise insertion régionale ou internationale et celle que l'on doit aux conditions internes. Alors qu'est-ce que vous observez? Vous observez ici, c'est une très belle statistique, hein, vous avez l'emploi distribué par contrat, par type de contrat. Et qu'est-ce que vous observez? Vous observez que ici, par exemple, on a l'emploi privé, l'auto-entrepreneuriat, on dira aujourd'hui, quoi, hein, si vous voulez, l'auto-emploi. Ça, c'est l'emploi privé, mais informel. L'emploi public est en bleu, hein, ici. Et puis, vous avez l'emploi privé formel. L'emploi privé formel, il est inférieur à 10% de l'emploi total dans l'ensemble des contrats, dans l'ensemble de la région. Je veux dire, ça, c'est vraiment la caractéristique d'une économie qui est polarisée, concentrée sur peu d'entreprises connectées. Et si on regarde la proportion de l'emploi par taille, et on voit qu'effectivement, on a beaucoup d'entreprises de micro-taille, toutes petites, de presque artisanales, et on a évidemment très peu de petites et de moyennes entreprises. Voilà. Et c'est le cas aussi de tous les pays de la région. Autre élément structurel que je considère comme fondamental pour comprendre le marché du travail. Pourquoi? Parce que quand on regarde cette question du sous-emploi, de la faible participation de la main-d'œuvre au marché du travail, j'ai dit qu'elle était moins de 40% et 20% pour les femmes. Et pour les jeunes, elle est extrêmement faible également. Et pour comprendre, on a deux façons d'analyser ça. L'analyse habituelle, c'est le côté offre de travail. Donc on regarde les caractéristiques des diplômés, on regarde comment ils s'insèrent sur le marché du travail. Alors ça compte, bien entendu. Mais ça n'est pas suffisant dans ce type de pays. Ce type de pays, ce qui est extrêmement important, c'est le côté demande. Et le côté demande, il est lié aux structures internes de ces économies, précisément. Et là, je viens d'en parler à propos des types de contrats de travail. On voit que l'emploi privé est extrêmement minoritaire. Mais si on regarde maintenant quelque chose de fondamental qui est les écarts, et vous qui travaillez sur les aspects régionaux, vous devez être tout à fait intéressé par ça, je suppose, c'est les écarts de taux de chômage à l'intérieur des économies entre les régions. Vous savez que dans les zones rurales, vous pouvez avoir des taux de chômage qui peuvent avoisiner les 80%. Je prends un pays que je connais bien, qui est par exemple l'Algérie. Dans les régions rurales, les taux de chômage peuvent avoisiner 80% sans problème. Dans les zones urbaines, c'est beaucoup moins, évidemment, mais c'est déjà très élevé, mais c'est beaucoup moins. Et le problème, c'est de se dire pourquoi les gens qui ne partent pas des régions rurales pour aller travailler dans les régions urbaines, dans lesquelles ils pourraient trouver plus facilement du travail. L'un des obstacles majeurs n'a rien à voir avec les salaires, n'a rien à voir avec l'offre de travail, et n'a rien à voir non plus avec la demande de travail stricto sensu, mais à voir avec le prix du logement. Voilà. Et si vous prenez le prix du logement à Alger par rapport au prix du logement en Kabylie, il est zéro parce que c'est des propriétés en Kabylie, c'est des zones rurales, donc les gens habitent dans des maisons par héritage, et donc ils payent zéro de loyer. Mais s'ils veulent aller à Alger, il va falloir qu'ils payent extrêmement fortement des loyers qui peuvent être supérieurs au salaire qu'ils peuvent recevoir. Donc si vous voulez, ça, c'est un facteur majeur de frein à l'emploi. Et ça n'a pas grand-chose à voir. On est là sur de l'immobilier, on est là sur des facteurs de droit de propriété, ça n'a rien à voir avec les salaires relatifs internationaux, avec la compétitivité, etc. C'est la raison pour laquelle je considère qu'il faut passer par cette caractérisation des spécificités internes. Vous voyez, là, c'est quand même assez intéressant que c'est le nombre d'années de revenus annuels, nombre d'années de revenus, voilà. C'est le nombre d'années de revenus, c'est ça qui est utilisé ici comme caractéristique. Voilà, on a pratiquement 3 fois plus de nombre d'années de revenus, à payer pour avoir un logement en Algérie que dans la moyenne des pays de l'OCDE. Voilà. Et c'est là pareil pour la Tunisie, c'est pareil pour l'Égypte, pour le Maroc, etc. Donc cet accès au logement est un facteur fondamental du frein à l'emploi. Dernier point, sur les caractéristiques internes, c'est la question absolument fondamentale de la crise de l'État. Alors, l'État est supposé être puissant dans ses économies. En réalité, il est absolument en dislocation. La dislocation de l'État, c'est une caractéristique essentielle de la plupart de ces économies.
Mis à part les pays rentiers d'hydrocarbures, qui ont des capacités d'acheter à travers toute une série de choses, mais même si maintenant, dans certains pays, ça commence à changer, mis à part ces pays, l'État est en train de s'appauvrir. Si vous regardez les dépenses de l'État, elles sont passées de 50% du PIB à quelque chose comme 25% du PIB entre 80 et 2010. Voilà, donc vous avez ça. Et ça, c'est quand même, ça c'est la moyenne, hein, vous avez, et là vous avez la diminution des dépenses de l'État. Le fait que l'État, et c'est dans les régions, dans les pays, vous voyez dans la caractérisation, Labor Abundant Resource Poor, c'est-à-dire des pays comme la Tunisie, le Maroc, des pays manufacturiers qui ont de la population mais pas de ressources naturelles. Ceux-là connaissent une dislocation des services publics et de l'État. Alors, quand vous avez pris en considération tout cela, vous rajoutez un élément, alors là c'est un petit calcul que je me suis amusé à faire, qui est un peu un proxy de ce que on peut appeler le décalage institutionnel entre les détenteurs de pouvoir et ceux qui aspirent à prendre des responsabilités. Ici, j'ai calculé le taux de scolarisation par groupe d'âge à la sortie de l'indépendance et en 2010, en comparant ça aux pays industrialisés, France, Allemagne, bon, j'ai pris la Finlande, l'Espagne, la Suisse ici, et j'ai pris ici les pays de la région, l'Algérie. Alors ce qu'on observe, c'est qu'en 65, on a, pour les 15-34 ans, un niveau d'éducation extrêmement faible, comparé à ce qu'il est en 2010. Donc les 15-34 ans ont connu un boom considérable dans leur enrôlement dans l'éducation, secondaire et tertiaire, je disais tout à l'heure. Et les 60 ans et plus, par contre, n'ont pas beaucoup, effectivement, progressé, puisqu'on a, effectivement, un taux d'éducation qui est de très très bas à la sortie de l'indépendance, mais qui n'a pas beaucoup progressé. Donc il y a un décalage assez énorme entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui sont les jeunes, donc les 15-34 ans, qui aspirent à rentrer sur le marché du travail. On n'a pas ce type de décalage dans les autres pays. On a à peu près le même niveau d'éducation, vous voyez bien ici, 60 ans et plus, pour les 60 ans et plus que pour les jeunes. Voilà. Donc ça, c'est un élément qui aussi montre combien la question des institutions et des conditions internes est fondamentale pour comprendre ce qui se passe. Alors, j'en viens maintenant à ma deuxième partie, qui est quelle est la responsabilité de la globalisation, de l'insertion internationale. Et c'était nécessaire de passer par ce détour, car vous allez voir qu'il y a un lien entre le verrouillage de ces économies dans ces difficultés dont je viens de parler et le type d'insertion internationale. Alors prenons d'abord l'émigration, qui est, comme je l'ai dit, le facteur d'intégration qui a structuré la région historiquement. Alors, si on regarde l'émigration, on a trois caractéristiques clés. D'abord, on a un push factor, c'est-à-dire des effets d'expulsion en quelque sorte. Hein, les gens partent de chez eux parce que, précisément, ils n'ont pas de perspective, en particulier c'est celui des jeunes, qui compte énormément et qui va expliquer une partie dont je vais vous parler, du brain drain, qui est plus prononcé, plus important que dans d'autres pays, à niveau de revenus par tête équivalent. Deuxième aspect, c'est que les pays de destination changent dans les vagues récentes d'immigration par rapport aux vagues anciennes. Alors la vague traditionnelle a structuré la croissance fordiste française et européenne, et on a une distinction entre ceux qui sont finalement, qui vont dans des marchés du travail, qui sont des marchés du travail où ils sont déclassés, c'est le cas du régime européen d'immigration, tandis que les nouvelles vagues d'immigration vont plutôt, vous allez le voir, dans des pays dans lesquels leur niveau de rémunération et d'emploi est beaucoup plus élevé. Et évidemment, il y a une distinction en termes de niveau de qualification entre les anciennes destinations et les nouvelles destinations. Alors, le troisième point qui caractérise la région, c'est que c'est la région qui a la plus grosse diaspora au monde, pratiquement, mais qui est la moins structurée, la moins organisée, en direction précisément des pays d'origine. Et donc là, il y a un challenge, il y a un défi sur cette question-là d'utilisation de la diaspora en relation avec la politique industrielle. Alors on a 20 millions de travailleurs qui sont dans le monde, qui travaillent ailleurs que dans leur pays d'origine. La moitié d'entre eux sont dans des pays arabes, du Golfe,
C'est un peu la réalité. Et le nombre de migrants dans les pays du Golfe a été estimé à peu près à 12 millions, comparé à 4 millions de travailleurs nationaux. Et il y a un changement assez intéressant, c'est qu'il y a quelques décennies, dans les années 70, la plupart de ces migrants qui étaient dans les pays du Golfe étaient arabes. Et aujourd'hui, ils représentent simplement 50% parce que des nouvelles vagues d'immigration asiatique en particulier sont arrivées. Donc, ils partagent 50%, 50%. Et on a un clivage entre des migrations. C'est très important parce que c'est ça qui va aussi structurer les types d'intégration régionale qui vont naître dans l'avenir. C'est qu'on a une présence extrêmement forte de migrants qualifiés issus des autres pays arabes dans les pays du Golfe. Tandis que les emplois moins qualifiés sont tenus par des Asiatiques ou par des Indiens, des Pakistanais, etc. Donc la pré-naissance d'un marché du travail de qualifiés régional passe par les migrations. Alors ça passe par aussi le fait que les transferts de fonds des migrants jouent un rôle tout à fait considérable dans les pays de la région. Vous voyez qu'ils jouent un rôle d'autant plus élevé qu'on a affaire à des pays qui sont des pays qui ont beaucoup de travail, mais peu de ressources naturelles. Et là, ce sont ceux qui ont le plus de transferts d'argent en fonction de leur PIB. Mais des pays qui sont abondants en travail, mais aussi riches en ressources naturelles, ont aussi beaucoup de transferts, même si ici, ça ne se voit pas vraiment, parce que ces transferts sont essentiellement informels. Alors, le problème, c'est que pour la région, il y a des facteurs qui sont en train de naître et qui font que les transferts, comme on vient de finir un papier avec mes collègues Margolis et Ali sur les effets des transferts sur la pauvreté et les inégalités, on voit que dans les pays de la région, en Algérie en particulier, on voit que les effets de réduction de la pauvreté sont tout à fait nets. Donc les migrations et les transferts jouent un peu un rôle tampon de redistribution sociale, mais que ces transferts sont en train de s'éroder. Ils s'érodent parce que précisément les nouvelles vagues d'immigration sont plus qualifiées et transfèrent relativement moins. Et dans une enquête récente que nous avons faite en France, on voit que les migrants issus du pays d'Afrique subsaharienne transfèrent beaucoup plus que les migrants issus d'Afrique du Nord. Et puis on voit que les vieilles vagues d'immigration arrivées dans les années 60 transfèrent beaucoup plus que les nouvelles vagues d'immigration pour des raisons qui sont liées à des facteurs subjectifs comme l'attachement au pays d'origine ou des choses comme ça. Les vieilles vagues d'immigration sont beaucoup plus attachées, donc ils transfèrent davantage, mais comme ils sont en train de disparaître peu à peu, les nouvelles vagues transfèrent moins. Donc il y a un problème qui est que pour les pays de la région, un manque à gagner va être extrêmement fort, en particulier régionalisé, parce que l'immigration est extrêmement régionale dans les pays d'origine aussi, et qui va créer des problèmes aussi d'inégalité et de croissance. L'autre élément qui concerne l'immigration, c'est que les migrants des années 60-70 partaient en étant responsables de leur famille. Donc ils avaient une famille, ils avaient des enfants ou une femme et qu'ils laissaient à leurs parents. Et ici, ce que vous avez, c'est que l'âge de la proportion de ceux qui n'ont jamais été mariés d'hommes à l'âge de la migration s'est accru considérablement dans les pays de la région, en particulier dans les pays arabes, beaucoup plus que dans les autres pays. Donc au fond, la caractéristique des migrants qui partent, c'est des migrants qui sont seuls, sans responsabilité, relativement qualifiés, et qui transfèrent beaucoup moins d'argent vers leur pays d'origine. Et c'est disons un peu ce qu'on peut voir dans ce remarquable film de Tariq Teghia qui s'appelle Rome plutôt que vous, où on voit ces jeunes à la recherche de visas qui sont relativement qualifiés. Parfois, ils ont des emplois très, très qualifiés, mais leur recherche d'une autre vie passe par le fait que leur place dans ces sociétés est relativement faible. Alors, les réfugiés, c'est un phénomène nouveau, et c'est assez intéressant parce que ça prouve aussi combien il y a un décalage entre la structuration de l'intégration régionale par la migration dans la région et la structuration de l'intégration régionale vis-à-vis de l'Europe. Quand on regarde maintenant le phénomène qui vient de se créer avec les réfugiés syriens, on a 10 millions de Syriens qui ont quitté leur famille, leur pays, et 3 millions de réfugiés sont partis dans les pays voisins. Donc on a à peu près 2 millions au Liban, c'est énorme, c'est plus du quart de la population libanaise. Et puis on a à peu près 1 million en Jordanie et en Turquie, à peu près la même chose. 800 000 en Turquie.
discute de 20 000 à 40 000 migrants en Europe, dont on ne sait pas comment se répartir suivant les quotas proposés par l'Union européenne. Donc, au fond, ces migrations massives, qui sont des migrations inédites, sont des migrations aussi de réfugiés, bien entendu, mais qui vont avoir des effets structurants sur les économies et qui vont créer des bouleversements de liens, de réseaux, de liens de connaissances, de langues, et avoir des effets en retour sur les pays d'origine. Donc c'est la raison pour laquelle je parle de changement structurel d'insertion internationale qui passe par la migration. Donc les flux sont énormes comparés à ce que l'on a en Europe, via Lampedusa ou Calais. C'est des chiffres absolument ridicules. La France, c'est 4 000 personnes dont on parle. C'est pas 2 millions. Je veux dire, c'est quelque chose d'absolument... Voilà. Alors, le fait que le taux d'expatriation, quand on regarde maintenant l'évolution de cette migration, on voit que bon, il y a un partage quand même. Les migrants d'Afrique du Nord vont plutôt dans les pays de l'OCDE. Les migrants, oui, pardon, c'est là. Les migrants d'Afrique du Nord vont plutôt dans les pays de l'OCDE. Hein, vous avez Algérie, Tunisie, Maroc, et le Liban également, très fortement. Et les migrants des pays du Mashraq, de l'Est, vont plutôt dans les pays du Golfe. Donc on a dans les pays non OCDE. Donc on a cette séparation qui s'amenuise un petit peu, mais qui reste importante. Et là, on voit ici le nombre de migrants dans les pays de l'OCDE issus des pays d'Afrique du Nord par rapport aux autres pays. Alors, si on regarde les flux, on voit encore plus nettement cela. Les flux de migration dans les pays de l'OCDE, vous avez ici les flux de migration à partir du Maghreb dans les pays de l'OCDE, okay, et les flux de migration en provenance des autres pays de la région dans les pays non OCDE. On voit que pour les autres pays de la région, les flux continuent aussi à se diriger vers les autres pays hors OCDE. Alors, on a... Quand on regarde maintenant le taux d'expatriation des qualifiés par niveau de qualification, on voit encore une fois, que le nombre de qualifiés s'est accru considérablement, un peu partout, hein, en termes de taux d'expatriation de qualifiés. Et là aussi, on va retrouver un nombre important de qualifiés dans les pays de l'OCDE, en provenance d'Algérie, du Maroc, de l'Égypte, etc. Et quand on regarde la distribution des immigrants par âge, on voit qu'ils sont tous pratiquement entre 25 et 64 ans, donc c'est tous plutôt des jeunes. Et par niveau de qualification, on voit ici un décalage énorme entre les migrations qui se trouvent en Europe, qui sont entre 2000 et 2010. Là, c'est des données DIOC OCDE, qui est une base de données très récente que j'ai utilisée ici. Et on voit que 60% restent encore peu qualifiés, que la part des qualifiés est relativement minoritaire en Europe. Par contre, c'est exactement l'inverse dans les pays, les nouveaux pays d'immigration, qui sont le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. On a près de 80% des gens qui sont des qualifiés. Donc on voit, effectivement, les coûts de mobilité de migration sont tellement élevés qu'on retrouve un peu une confirmation de ce que la littérature sur les migrations montre très bien, qui est qu'on a un effet d'autosélection des migrants qui, face à des coûts de mobilité extrêmement élevés, s'auto-sélectionnent, les plus qualifiés pouvant partir, et avec même une causalité inversée, où on investit dans l'éducation pour augmenter ses chances de partir. Et ceci, évidemment, va toucher un peu plus les femmes encore que les hommes. On voit le nombre de femmes éduquées qui croît considérablement dans les pays de la région MENA comme migrantes. Alors, dernier aspect du type d'insertion internationale des migrants, ça c'est très intéressant, parce que ici, c'est le taux de chômage des migrants par rapport aux natifs. Alors les natifs, c'est un mot un peu difficile, mais c'est ceux qui sont nés en France ou en Europe, dans les pays européens, et qui sont en ligne orange ici, hein, d'accord. Et par contre, ceux qui sont nés à l'étranger sont en ligne bleue, en trait plein pour les hommes et en trait pointillé pour les femmes. Qu'est-ce qu'on observe? On observe un décalage croissant entre le taux de chômage des migrants et le taux de chômage des natifs en Europe. L'écart s'accroît. Les migrants sont moins en moins employés. Enfin, je dirais, leur taux de chômage augmente de plus en plus. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Et s'écarte du taux de chômage moyen des pays des autochtones. Alors qu'aux États-Unis,
compte tenu de la nature du marché du travail, les écarts ont eu lieu un petit peu après la crise des subprimes, puis après se sont amenuisés extrêmement fortement. Donc il y a un défi d'intégration et d'insertion de l'immigration en Europe qui est tout à fait important. Alors, j'en viens au commerce. Pour résumer, si vous voulez, sur cette question des migrations internationales, ce qu'on peut dire, c'est que les vagues anciennes de migration peu qualifiées présentes en Europe commencent à s'amenuiser. En stock, les migrants sont moins qualifiés que les autochtones, mais si vous regardez les vagues d'immigration récentes, elles sont beaucoup plus qualifiées. Cependant, il y a comme un effet d'éviction à la défaveur de l'Europe, et en particulier de la France, puisque les migrants les plus qualifiés partent vers les États-Unis, le Canada et la Nouvelle-Zélande, où leurs conditions d'attractivité sont beaucoup plus élevées qu'elles ne le sont en Europe. Et en France, en fait, on considère qu'il y aurait une déconnexion entre une politique d'immigration en direction des non-qualifiés ou des peu qualifiés qui serait plus répressive et plus dure, et qui serait dissociée d'une politique plutôt attractive en direction des qualifiés des étudiants. En réalité, il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire que les signaux envoyés sont des signaux négatifs pour toutes les populations, et on a finalement un changement structurel d'insertion internationale. Les migrants des pays de la région, les plus qualifiés, vont vers les pays du Golfe, reviennent d'ailleurs souvent chez eux, et vont vers les États-Unis, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Alors que les migrations vers l'Europe dépendent encore beaucoup plus des effets de réseau habituels du fait de la difficulté des politiques d'immigration en Europe. Sur le commerce international, les choses sont encore plus difficiles parce que la région n'a rien gagné, ou pratiquement rien. Alors, je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, tout le monde le sait, hein, si on regarde les accords de libre-échange euro-méditerranéens, ils sont asymétriques. Ils sont relativement incomplets, ils ne concernent pas l'agriculture, on voit que l'accès au marché agricole européen reste extrêmement limité. Ils n'impliquent pas la mobilité du travail, ils sont organisés de manière bilatérale, c'est-à-dire en fait entre des... Je vais montrer juste un schéma. Ils sont organisés de la manière suivante, c'est-à-dire selon l'optique... Hub and Spoke, que Puga et Venables ont mis en évidence dans leurs travaux. C'est-à-dire qu'au fond, on a des économies centrales, hein, on a cette grande roue là au milieu, c'est l'Union européenne, en particulier les grands pays qui comptent dans l'Union européenne, et on a les pays méditerranéens du Sud, qui sont ces pays-là, qui ont tous signé des accords de libre-échange avec l'Union européenne de manière bilatérale et seule, non coopérative, pour des raisons qui sont très largement liées c'est quelque chose qu'on a pu montrer dans un papier précédent, très largement lié à la demande de légitimation politique internationale de ces régimes avant les bouleversements qu'on a connus en Tunisie. Donc tout se passe comme si, finalement, le fait que l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et tous les pays du sud de la Méditerranée aient signé de manière bilatérale sans créer d'abord une zone d'intégration de façon à bénéficier des effets de l'intégration avec l'Union européenne. Tout se passe comme si chacun en était conscient, mais que l'intérêt primordial était plutôt la question de la reconnaissance politique du fait de la légitimation politique qu'octroient ces accords de libre-échange. Et de ce fait, ils sont extrêmement décevants. Et on a ici une Euro-Méditerranée qui reste dans ce schéma-là, où les coûts de transaction entre l'Union européenne et chacun des rayons de la roue, sont extrêmement faibles. Donc, comme le montre très bien l'économie géographique, quand les coûts de transaction baissent, ça favorise non pas les investissements directs, mais plutôt les exportations. Donc la production se concentre au centre, et on exporte plus aisément vers les périphéries. Donc les périphéries, lorsque les coûts de transaction baissent, coûts de transport, coûts de droits de douane, coûts de conversion monétaire, etc., les périphéries perdent des activités, contrairement à une idée reçue qu'on voit traîner dans des ouvrages comme celui du monde plat de Thomas Friedman, par exemple. Eh bien, non, les effets de polarisation l'emportent, et ça joue très très bien dans les pays méditerranéens. Par contre, ce qui va venir ici, comme type d'investissement direct, ça va être des investissements directs extrêmement liés aux avantages comparatifs des pays d'accueil, donc d'accès aux ressources naturelles, je vais vous montrer dans un instant, des hydrocarbures, d'une part, ou de sous-traitance internationale dans les secteurs intensifs en travail peu qualifiés, au niveau des phases d'assemblage uniquement, ce qui a été le cas de la Tunisie, ce qui a été le cas du Maroc également, même si les choses sont en train de changer. Donc on a
finalement un modèle hub and spoke, rayon moyeu, qui va favoriser la concentration des activités au centre, la desserte des périphéries par l'exportation, et les coûts de transaction entre chacune des économies périphériques est 4 fois plus élevé entre elles qu'avec l'Union européenne. Donc chacune d'entre elles subit 4 fois plus de coûts de transaction dans ces échanges que chacune d'entre elles n'en subit quand elle commerce avec l'Union européenne. Vous direz, mais c'est remarquable parce que ça va donner un avantage à ces pays dans l'Union européenne. Mais en fait, on garde une asymétrie extrêmement forte, puisque les pays méditerranéens ne représentent presque rien dans le commerce européen. Par contre, le commerce européen représente beaucoup dans le commerce des pays méditerranéens. Et donc ce schéma, hub and spoke, marche remarquablement bien. Si vous voulez une expérience de ce que la théorie prédit, vous l'avez ici. Voilà. Alors, simplement, ça ne tombe pas du ciel. Cette histoire d'économie politique, elle vient du fait que, évidemment, il y a des blocages. Par exemple, si je disais que ça c'est le Maroc et ça c'est l'Algérie, on voit bien qu'il y a des raisons politiques qui vont favoriser l'absence d'un marché d'intégration régionale. On voit aussi que ici, le Maroc, par exemple, a une tentation très forte d'aller tirer ses avantages d'une meilleure insertion avec l'Union européenne. Et ça nous donne ceci. Ça nous donne le bol de spaghettis décrit par Bagwati dans ses travaux sur le protectionnisme et le libre-échange. Et on a une région, vous voyez, qui est prise dans un nœud, c'est pour ça qu'il y a l'image du bol de spaghettis, dans un nœud de relations dont les effets, finalement, vous allez le voir, sont relativement limités pour chacune de ces économies. Donc alors, la région, elle est en relation hub and spoke avec l'Union européenne, vous voyez, chacune d'entre elles a un lien bilatéral. Certains pays passent des accords bilatéraux de libre-échange avec les États-Unis, avec le Canada, transatlantique. Et puis vous avez un dessin qui se met en place, qui est celui-là, cette grande roue, qui est le GAFTA, le Great Free Trade Agreement, qui est l'accord de libre-échange entre les pays arabes, qui était mis en place en 1985, sous l'égide de la Ligue arabe, qui a donné des résultats, on va le voir dans un instant. Et puis vous avez des sous-groupements, comme ici, COMESA, ici, entre les pays du Golfe, qui marchent relativement bien. Et puis vous avez la Turquie. Alors la Turquie qui fait son apparition ici, plutôt dans des accords bilatéraux avec les pays de la région, mais qui, c'est l'une de mes hypothèses, va prendre une place de plus en plus importante comme... je ne dis pas qu'on va retrouver l'Empire ottoman d'autrefois, étudié par les historiens, mais il se trouve que si on regarde les choses de manière un peu documentée, on voit que les entreprises marocaines, tunisiennes, algériennes travaillent de plus en plus avec des entreprises turques. Il y a une demande, il y a des enquêtes d'opinion qui sont faites auprès des entreprises. On dit, quelle est votre perception de relation avec la Turquie? Il y a une demande de Turquie, plus que d'offres de Turquie pour l'instant. Il y a une demande de Turquie dans les pays de la région. 2 raisons pour cela. Des raisons qui sont liées à l'éviction de la Turquie par l'Union européenne de la perspective d'intégration complète, qui a redessiné sa position dans la région. Des aspects géopolitiques dont j'ai vraiment pas le temps de parler, je ne suis pas un spécialiste de géopolitique, donc je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain-là, mais en tout cas, qui sont absolument évidents, en particulier ce qui s'est passé au moment de Gaza et du blocus que certaines organisations NGO ont essayé de démonter et sur lequel la Turquie a eu des interventions qui ont été très populaires dans les pays de la région. Et donc il y a une sorte de structuration croissante du rôle de la Turquie dans la région. Et d'autre part, des éléments plus économiques cette fois-ci, la Turquie a atteint 80% de l'acquis communautaire. Vous savez ce que c'est que l'acquis communautaire? C'est le respect des normes de l'Union européenne, des produits. Or, la Turquie a des produits qui sont de plus en plus, qui respectent de plus en plus ces acquis communautaires. Donc, ils sont demandés dans la région parce que, précisément, ils peuvent faciliter les réexportations, extrêmement simplement. Et donc, ils sont assortis d'un label, d'une certaine manière, qui donne un avantage à la Turquie. En outre, la Turquie a des PME de grande taille qui jouent un rôle assez considérable dans la région. Et les technologies sont des technologies que j'appellerais, pour paraphraser quelqu'un,
qui a écrit dans le passé, qui s'appelle Emmanuel, et qui a écrit sur les technologies appropriées. Hein. Et donc les technologies pourraient être considérées comme des technologies plus appropriées. Alors, évidemment, pour l'instant, si vous voulez, ça ne se voit pas dans les statistiques, parce que si on regarde les statistiques, on est évidemment assez déçu, parce que regardez ce que ça donne. Je vais donner quelques chiffres. Voilà. Ça, c'est le commerce intra-régional. Et ça, c'est le commerce extra-régional. C'est encore comme ça aujourd'hui. Donc c'était 10% en 90 et c'est tombé à 5% aujourd'hui, le commerce intra-régional. Donc c'est, quand je vous dis il va y avoir une grande région, etc., on est quand même extrêmement centré sur l'Union européenne, s'agissant des pays du Maghreb. Donc le commerce intra-régional demeure tout à fait limité, de sorte qu'on a un monde arabe, si vous voulez, pour reprendre cette caractérisation, qui est plutôt une caractérisation velléitaire et politique qu'une caractérisation réelle, eh bien, il est extrêmement fragmenté. Et cette fragmentation, elle est relativement bien documentée dans la littérature. Hein. Si vous regardez la littérature, on a, utilisons des modèles gravitaires pour mesurer le commerce, utilisons des modèles d'équilibre général calculable, tout ce que vous voulez comme modalité, on a à peu près l'équivalent les barrières non tarifaires entre les pays de la région représentent à peu près 30% d'équivalent tarifaire. Ça veut dire que c'est à peu près l'équivalent de 30% de droits de douane. Évidemment, les transports sont le facteur clé, mais pas seulement. Il y a aussi d'autres éléments. Et si on regarde pourquoi le commerce avec l'Union européenne a donné de si mauvais résultats, parce que l'Union européenne est une zone intégrée qui a face des rayons qui ne sont pas intégrés entre eux, d'une part, et qui ne favorisent pas la venue d'investissements directs d'accès au marché, mais plutôt des investissements directs verticaux d'exploitation des avantages comparatifs classiques, et qui n'aident pas à la transformation des économies, à leur déverrouillage, à leur diversification. Au contraire, ces investissements directs verticaux favorisent le cantonnement des économies dans les avantages comparatifs classiques, donc dans les stratégies traditionnelles. Et d'autre part, l'illusion qu'il faut défaire, c'est que les travaux sont de type de deux ordres. Il y a des travaux qu'on appelle ex ante et des travaux ex post. Les travaux ex ante, c'est des travaux de simulation qui vont vous dire, ben voilà, si on fait la non-Europe, le coût de la non-Europe, vous vous souvenez du rapport Emerson, ou bien le coût de la non-relation euro-méditerranéenne. Donc on construit un contrefactuel et on regarde ce que donnerait la différence en termes de création de richesse, de PIB, si vous voulez, entre la situation sans intégration régionale et la situation avec intégration régionale. Et on dit, ben voilà, ça va donner quelque chose comme 5% de taux de croissance supplémentaire. C'est d'ailleurs la même chose qu'on a trouvé pour l'Europe. Et quand on regarde en revanche les travaux ex post, c'est-à-dire qu'ils vont, eux, vérifier la réalité des échanges après l'accord de libre-échange, eh bien là, on est absolument... donc il y a les travaux de Michalek, les travaux de Stichlik, tous ces travaux-là montrent que des impacts sur la région sont extrêmement faibles. Extrêmement faibles. Alors, on a bien des raisons de croire qu'il y a bien un mécanisme là de correspondance entre les facteurs internes du verrouillage des pays dans une croissance non inclusive, dans les 6 fléaux dont j'ai parlé tout à l'heure, et le type d'insertion internationale qui renforce cela. Et dans un de mes papiers, enfin dans le papier d'économie politique des révolutions arabes, je suis allé un petit peu plus loin même, en invoquant un effet retardataire des accords de libre-échange avec l'Union européenne sur les changements politiques dans les pays de la région. En d'autres termes, l'une des hypothèses sur lesquelles nous travaillons, c'est que les bouleversements auraient dû avoir lieu plus tôt, en particulier dès 1986. Vous avez eu les premières émeutes en Tunisie, au Maroc, au moment des plans d'ajustement structurel du FMI, tentative de vérité des prix. Vous avez eu aussi toute une série de changements en Algérie en 88-89, qui est une grande période de démocratie, 3 années d'expérience démocratique remarquable, avant l'arrêt du processus électoral en 91 et puis la grande période de violence qu'on a connue. Et donc le processus ne commence pas en 2010. Il est déjà plus ancien. Simplement, le régime international d'insertion de ces économies a été un facteur de frein à ces changements. Voilà. C'est la raison pour laquelle je ne dédouane pas les raisons internes dont j'ai beaucoup parlé dans ma première partie, mais je ne dédouane pas non plus le rôle que joue
le type d'insertion internationale et le type de relations politiques qui passent par l'économie, qui passent par le libre-échange en particulier, dans le maintien de la situation des pays de la région. J'ai presque fini. Le troisième aspect, c'est les afflux de capitaux, mais ça j'en ai déjà parlé. Quand on regarde les investissements directs, alors là on est encore plus déçu parce qu'il n'y a rien à voir pratiquement là-dedans. Les investissements directs d'accès au marché ont besoin au contraire d'un marché non fragmenté. Parce que pourquoi voulez-vous qu'une entreprise comme, je ne sais pas, qui voudrait conquérir le marché régional se localise ici, alors que ses coûts de transaction vont s'élever dramatiquement lorsqu'elle veut exporter vers les autres pays. Elle va rester à Marseille et elle va exporter à partir de Marseille. Donc, première chose, les externalités liées à l'avantage de régional sont extrêmement limitées. Donc, quand vous voyez Renault a ouvert une unité à Tanger. Pas beaucoup, tout petit peu de voitures. Ils ont ouvert une unité en Algérie, parce que là, l'Algérie a dit non, mais attendez, vous n'avez pas donné une unité de production. Tout ça, c'est ridicule. Tout ça, c'est absolument ridicule d'un point de vue économique. D'ailleurs, quand on discute avec les dirigeants de Renault, dans mon master, il y en a qui interviennent à Dauphine, et ils le disent tout à fait clairement, c'est des stratégies d'attente, ce qu'on appelle des stratégies d'attente. Je fais un petit peu, pas beaucoup, j'attends, je fais un peu de réexportation, un peu l'équivalent des Dacia roumaines vers la France, pour le petit marché de segment à faible prix, mais surtout, j'attends que le jour où d'avoir l'avantage du primo arrivant, pour que le jour où le marché s'ouvre à l'intérieur de la région, je puisse être en position forte, comme les Allemands l'ont été dans les pays d'Europe centrale et orientale. Et puis j'attends aussi d'utiliser la région comme une plateforme pour exporter vers l'Afrique subsaharienne, qui est la grande prétendue région de croissance mondiale qu'on nous annonce dans l'avenir. J'ai quelques doutes, mais c'est pas grave. En tout cas, il y a une idée là-dedans qui serait de l'ordre de cet ordre-là. Alors, du coup, si vous voulez, quand vous regardez les investissements directs, les investissements directs, ils sont de deux natures. D'abord, dans une étude économétrique que j'ai faite avec Bouyour et Hanchan, on montre que les effets sur la productivité sont extrêmement faibles, même quasi nuls. Donc ça crée ce qu'on appelle des cathédrales dans le désert, qui n'ont pas d'effet induit sur la croissance des économies locales. Et les autres types d'investissements de sous-traitance, etc., n'ont pas d'effet de remontée de filière du tout. Et au fond, si on regarde les investissements directs selon la typologie de Nabli, je reprends, je vous disais, les typologies, moi je les utilise pour des choses précises, pas pour caractériser de manière essentialiste des pays, mais pour ici regarder les investissements directs. On voit que les pays qui n'ont pas beaucoup de main-d'œuvre mais des ressources riches, importantes, sont ceux qui attirent le plus des investissements directs. D'accord ? Donc c'est les pays du Golfe qui sont les plus attracteurs d'investissements directs dans la région. C'est en pourcentage du PIB, donc c'est pour ça que c'est 3,4% du PIB des économies. Et les pays qui sont abondants en travail mais qui ont des ressources pauvres, comme la Tunisie, le Maroc, etc., bon, ils ont attiré un peu plus dans les années 2001-2010, mais ça a chuté dans les années de 2011-2012. Et les pays qui attirent le moins, c'est les pays qui ont beaucoup de travail et des ressources naturelles riches, qui sont à 1% de leur PIB. Et quand on regarde par secteur, on est absolument frappé, bon, je résume rapidement ce qu'il y a, c'est que les investissements directs, c'est concentré dans les hydrocarbures, très fortement, c'est connu, mais là c'est bien documenté dans ces données-là. Et surtout, les pays du Golfe qui investissent de plus en plus dans les pays de la région, investissent dans des secteurs dont on n'a rien à faire du point de vue de la croissance. C'est-à-dire des secteurs rentiers, des secteurs qui accroissent le prix de l'immobilier, problème dont j'ai parlé déjà tout à l'heure, puisque c'est beaucoup d'investissements dans l'immobilier qui ont des effets inflationnistes, qui ont des effets de rente, d'accroissement des connexions entre les entreprises connectées au pouvoir politique et les autres. Donc on est dans une configuration où les deux types d'investissements directs ont des effets qui ne sont pas des bons effets pour les pays de la région. Les pays de l'Union européenne investissent pour des raisons stratégiques d'attente, très peu dans les investissements, dans les activités à diversification du pays d'accueil. C'est-à-dire que, en général, les multinationales qui investissent dans des pays dynamiques, pour accéder à leur marché, investissent dans des secteurs à avantage comparatif du pays d'origine, dans les télécoms, de la firme, dans les télécoms, dans l'informatique, etc., dans les infrastructures, pas dans les avantages comparatifs du pays d'accueil.
Et de l'autre côté, les pays du Golfe font des investissements directs massifs, mais rentiers, qui renforcent les effets de rente dont on a parlé tout à l'heure. Donc dans les deux cas, la région est perdante. Alors quels sont les... Je termine là-dessus. Quelles sont mes préconisations? Bon, je veux dire, il s'agit simplement de... C'est documenté un peu dans le papier quand vous le lirez. Il y a l'idée de base, c'est que le défi pour la région, c'est la main-d'œuvre. C'est la jeunesse et les travailleurs sous-employés, sous-qualifiés. Donc là, il y a des propositions qui est de dire, il y a une chance remarquable pour les pays de la région, c'est la recomposition géographique des activités productives, des chaînes de valeur mondiales, des groupes dans l'industrie et dans les services, avec des effets différents. Qu'est-ce qui se passe? Les deux facteurs qui ont poussé à l'hypermondialisation, qui sont la baisse des coûts de transport et la baisse des coûts salariaux dans les pays émergents, lointains, se sont retournés dans les années 2000, même si aujourd'hui, sur les coûts de transport, ça peut repartir à la baisse encore, mais ça s'est retourné. Donc ça a poussé les entreprises industrielles, de l'industrie lourde, c'est-à-dire des biens d'équipement, des biens intermédiaires, des produits pondéreux, ce qu'on mesure dans l'étude que nous avons faite pour le ministère de l'Industrie, à recomposer leur processus de production, non pas à les relocaliser dans leur pays d'origine, ce qui est un petit peu une croyance, mais à les recomposer sur les bases régionales. Mais en même temps, les chaînes de valeur se décomposent de plus en plus et contiennent 40% de valeur ajoutée de services. Et donc la liaison service-industrie, c'est absolument fondamental. Donc la question que je pose au débat, c'est de dire, il y a une chance parce que les pays vont recomposer leur processus de production sur une base régionale méditerranéenne. Donc on voit déjà le Maroc et Rabat, Casablanca, son parc technologique, devenir un participant fort, non pas comme sous-traitant, mais comme co-traitant dans les moteurs Boeing ou Airbus. Donc on a déjà une situation d'entrée un peu plus dynamique sur les chaînes de valeur. Et puis, il y a une tentation très forte de la part des industries du Nord, des entreprises, qui est de surcompenser ou de compenser le coût supplémentaire que va représenter quand même la recomposition des processus de production au Nord par une externalisation croissante des activités de services. Donc le choc à venir pour le Nord, ça va être la délocalisation des services. Donc tous les travaux montrent que, évidemment, tout n'est pas délocalisable, mais le potentiel de délocalisabilité des activités de services, c'est à peu près 30% des emplois. Donc la région pourrait jouer un rôle fondamental dans sa stratégie qui est de se positionner sur les chaînons les segments des chaînes de valeur de services, mais pas n'importe quel service. Là, pour la data, nous avons fait une décomposition, une typologie des services. Il y a des services de la connaissance et d'investissement immatériel qui sont des services à très forte valeur ajoutée. D'ailleurs, entre parenthèses, qui représentent 10% des emplois en France, alors que l'industrie ne représente plus que 12% de l'emploi total. Mais ces 10%, c'est beaucoup d'industrie. C'est de la recherche-développement, c'est du conseil, de la publicité, du marketing. Et puis de l'autre côté, vous avez des services supports, centres d'appel, etc., sur lesquels la Tunisie, par exemple, s'est déjà engagée, mais qui sont extrêmement volatiles. Donc l'idée de base, c'est d'avoir une stratégie d'insertion, non pas forcément par l'industrie, on ne va pas faire le détour par l'industrie, mais par les services, mais les bons services, parce que ces services-là sont intensifs en travail très qualifié. Mais ils utilisent beaucoup de travail très qualifié. Donc là, ça répond au défi de la Méditerranée. Et ce que je préconise, c'est que cette politique cette nouvelle politique industrielle soit associée à une politique en direction des diasporas. Et ça, il y a des expériences qui marchent super bien. Il faut avoir une bonne connaissance des diasporas dans le monde, par qualification, et avoir une stratégie proactive en direction des... Alors là, la littérature économique, elle est bien précise là-dessus. La relation de causalité, elle est la suivante. Elle n'est pas que les diasporas vont venir et changer tout dans le pays d'origine. Elle est, au contraire, l'effervescence et les changements dans les pays d'origine qui va attirer les diasporas. Mais sans stratégie en direction de ces diasporas, cette diaspora n'est pas mobilisée. Or, le fait est que la diaspora des pays arabes n'est pas mobilisée. Et donc là, à part le Maroc, qui commence à mettre en place des stratégies, il n'y a pas de stratégie réelle. Donc l'idée de base, c'est de combiner une politique industrielle d'insertion dans les chaînes de valeur mondiales qui passe par le choix de bons chaînons, le choix de bons contrats aussi, parce que les contrats sont très mauvais. Les pays du sud de la Méditerranée ont toujours passé des contrats de sous-traitance de court terme, volatiles. Là, il faut passer à de l'OM, comme la Corée avait fait avec IBM et Samsung. C'est des contrats de 8 ans exclusifs. C'est des contrats durables. C'est de la quasi-intégration. Donc il faut passer vers être très proactif sur les types de contrats et rentrer sur les chaînes de valeur mondiales par le haut et par les services.
Et enfin, dernier élément absolument fondamental pour mettre en place cette stratégie, c'est d'organiser mieux les financements des infrastructures. Les pays de la région ont des financements infrastructurels erratiques. Les pays riches en ressources naturelles, mais qui dépendent des fluctuations des prix des hydrocarbures, vont se retrouver dans une phase où la pérennité des infrastructures qu'ils ont créées tous azimuts dans les années 2000 vont se retrouver complètement érodées. Et donc là, il n'y a pas de mécanisme de marché à long terme financier qui permette d'asseoir correctement ces investissements dans les infrastructures. Et en même temps, l'idée de base qu'on développe dans le papier, c'est que les pays de la région doivent absolument être proactifs dans leur stratégie à l'égard du Golfe, des pays du Golfe, en dirigeant leurs investissements vers les infrastructures et non uniquement vers les services de type vers les secteurs de profit, de court terme, de rente, comme l'immobilier. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la situation de la région, en combinant à la fois les dynamiques internes et externes, et en vous proposant un schéma qui est que finalement le troisième triptyque, le troisième élément pilier de cette politique passe par la renégociation des accords de libre-échange euro-méditerranéens. Et cette renégociation, elle est fondamentale sur la mobilité du travail, sur la portabilité des droits, sur des migrants et sur toute une série d'éléments qui sont liés à cette renégociation d'un point de vue multilatéral. Parce que pour l'instant, on observe d'un point de vue géopolitique un décalage énorme entre les types d'intervention des pays du Nord européens et français en particulier dans les pays de la région et les changements, les bouleversements qui ont eu lieu. Tout se passe comme si on avait fait un trait sur ces changements et qu'on faisait exactement comme autrefois. Or, il faut au contraire inverser les choses. Voilà, merci beaucoup.